Bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter mon étude qui consiste en l'étude de l'impact de l'épisodie du morbillivirus sur la structure sociale de la population de globicéphales noirs du détroit de Gibraltar, donc en Espagne. Donc les globicéphales noirs sont une espèce de cétacé à dents qui mesure en moyenne pour les femelles 5 mètres et pour les mâles 5,7 mètres. Ils ont une espérance de vie assez élevée et un cycle de reproduction aussi, puisqu'ils ont, à partir de la maturité sexuelle, un petit tous les 4,5 ans en moyenne. Leur régime alimentaire est constitué principalement de calamars et de petits poissons. Donc la population que nous avons étudiée vit toute l'année dans le détroit de Gibraltar, et on les trouve principalement donc, dans la partie centrale du détroit, ce qui est assez intéressant puisque d'habitude les cétacés qui plongent profond pour se nourrir, tels que les cachalots, vivent donc dans des parties extrêmement profondes, donc loin des côtes, et là, c'est une particularité du détroit, la profondeur peut atteindre jusqu'à 1000 mètres donc dans cette partie centrale. Donc tout comme les orques, il s'agit d'une espèce grégaire et matrilinéaire dont aucun sexe ne disperse. Et au sein de cette population, les individus fortement associés sont regroupés en pods. Donc Renaud de Stéphanie a pu établir en 2008 grâce au SLAR que ces relations, donc ces associations, étaient sur du long terme. Donc l'hiver 2006-2007, une épizootie du morbillivirus a touché cette population. Donc le morbillivirus, c'est un virus qui atteint les poumons, le système nerveux et qui entraîne une congestion de tous les organes. Et cette épizootie a tué 71 individus, donc ce chiffre englobe les morts naturelles, mais donc c'est beaucoup plus qu'à l'accoutumée. Et les 10 individus que nous avons pu retrouver échoués sur les côtes espagnoles ont permis de vérifier que c'est bien ce virus qui est à l'origine du décès. Donc les objectifs de notre étude, c'était de déterminer l'impact de l'épizootie du morbillivirus sur la structure sociale. Pour ce faire, nous nous sommes intéressés à comment la mort de certains individus affecte les associations et la connectivité du réseau social, et comment la structure sociale évolue après l'épizootie. Donc la photo-identification consiste en deux étapes. Tout d'abord en mer, la prise de données, donc qui se fait essentiellement à bord du bateau de recherche ELSA, où on effectue des transects de manière aléatoire sur la bathymétrie totale du détroit, avec un effort de recherche constant. Et les photos sont effectuées donc, du côté gauche de la dorsale. Le catalogue est constitué ainsi, et c'est pour des raisons de courant et d'éthique pour ne pas déranger les animaux. La deuxième partie qui se déroule en laboratoire consiste à relever 4 paramètres principaux. Donc tout d'abord la qualité. Il faut savoir que ce qui nous intéresse en fait c'est les encoches sur la dorsale, c'est ce qui permet de reconnaître les individus et de les classer comme marqués, donc avec des encoches effectivement très visibles, ou non marqués. Pour ce faire, il faut que la photo soit de bonne qualité, donc qu'il n'y ait pas de gouttelettes d'eau par exemple, que le focus ne soit pas comme un petit peu ici, donc ça c'est une qualité 0, qualité 1 et qualité 2, et donc l'angle intéressant c'est 270 degrés. On s'intéresse aussi à la longueur de dos disponible, enfin émergée, puisque si l'individu est non marqué, ça peut être intéressant d'observer le saddle patch pour nous donner d'autres informations, ce qu'on appelle les marques secondaires, ou alors de confirmer quand on a un doute sur éventuellement des encoches qui se ressemblent. On peut remarquer que des fois, il y a une trace blanche qui pareil, ne change pas. Enfin l'âge, donc comme chez tous les odontocètes, les petits naissent avec des marques fétales très caractéristiques, donc ils les conservent de nouveau-nés à l'âge de petit, au statut de petit, et ils sont de couleur grise jusqu'à la fin du statut de juvénile, et à l'âge adulte, ils sont de couleur noire. Donc pour cette étude, on a utilisé que les individus marqués, donc identifiables. Pour établir la structure sociale, nous avons défini deux périodes. La période qui comprend les années avant le morbillivirus et donc celles qui sont à la suite de l'épizootie, donc période A, période B. Nous avons pris un index d'association qui reflète l'intensité de l'association entre deux individus et qui permet de représenter donc d'un programme qui reflète les associations et à partir desquelles on effectue des clusters, enfin qui représentent des clusters. Et d'autre part, nous avons établi une restriction particulière qui est ici le numRec. Donc ça correspond à définir qu'un individu
est reconnu comme dans telle situation ou appartenant à tel cluster s'il est vu 4 fois dans cette même situation. Donc ça permet d'éviter un biais. En fait, il y a une population à l'est du détroit de Gibraltar, qui est toujours en Méditerranée, qui est dans la mer d'Alboran, qui parfois migre pour la reproduction ou pour d'autres raisons que nous ne connaissons pas forcément. Et donc ces individus ne doivent pas être pris dans les données. Donc le fait de les voir 4 fois en même situation permet d'éviter ce type de biais. Et toutes les analyses ont été effectuées dans le logiciel Subproc 2.4 qui a été créé par Website. Donc nous avons effectué différentes mesures. Donc tout d'abord la force qui représente les connexions directes d'un individu. L'affinité qui mesure à quel point un individu est associé aux autres avec une force élevée. La portée qui traite les connexions indirectes d'un individu à travers ses associations intermédiaires. Le clustering coefficient qui est à quel point les associés d'un individu, donc les compagnons de cet individu, sont reliés entre eux. Et length vector centrality qui est un peu la popularité d'un individu au sein de la population, c'est-à-dire qu'on a une haute length vector value quand soit on est très central, soit on est relié à des animaux très centraux. Donc après, ces données ont été modélisées de manière plus visuelle dans le logiciel NetDraw qui a été créé par Borgatti. Et donc ça, c'est les restrictions, enfin les paramètres qu'on a définis pour rendre cela le plus visuel possible. Donc vous verrez ça dans les résultats. Et enfin, on a établi une manière d'observer les différents scénarios que peut rencontrer un cluster. Donc en fait, la situation initiale, c'est la période avant le morbillivirus. Et là, on détermine si un cluster rencontre un changement ou non. Donc, pas de changement, c'est qu'il n'y a pas de mort et que la structure sociale est exactement la même avant et après avec les mêmes individus. S'il y a un changement, donc on regarde dans le cluster s'il y a des individus morts ou non. Et après, les scénarios sont en miroir, c'est les mêmes. Soit un individu quitte le cluster en solo, en duo ou à 3 et plus. Et la question c'est, est-ce qu'il crée un nouveau cluster ou est-ce qu'il fusionne avec des individus d'autres clusters? Alors voici ce qu'on a trouvé. On a analysé 103 212 photos dorsales entre l'année 99 et 2011. Celle-ci c'est la partie fun. Et à partir de là, on a pu établir qu'il y a 303 groupes sociaux. Donc là, vous pouvez voir qu'effectivement, il y a un fossé entre le nombre de données avant 2004 et après. C'est juste lié au passage de la photographie analogique à numérique. Donc en 2004, CIRC a acquis des appareils photo numériques, donc effectivement, les données sont beaucoup plus conséquentes. Vous pouvez observer les deux dendrogrammes de la période avant et après. Ça, c'est l'indice d'association, donc qui est le même, 0,4 que nous avons choisi, qui permet d'obtenir le même nombre de clusters, ou en tout cas de couper entre guillemets les associations au même endroit. Donc 37 clusters dans les deux cas. Et comme vous pouvez le voir, l'indice de différenciation sociale a augmenté entre la période A et la période B. Alors ça, c'est la comparaison des mesures effectuées, donc pour la comparaison des valeurs des mesures effectuées entre la période A et la période B. Et donc on observe que la force, l'affinité et la portée diminuent, alors que le clustering coefficient et length vector centrality ne changent pas de manière significative. Donc là, il s'agit de la représentation du réseau social. Donc chaque couleur représente un cluster. Et l'épaisseur des traits représente la force d'association. Donc comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le voir, tout le monde est connecté absolument avec tout le monde. Aucun individu n'est isolé. Et par contre, il y a effectivement des clusters déterminés clairement. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que là, on a enlevé les 28 individus qui sont morts pendant l'épizootie. Et il ne se passe rien. Ça, c'est virtuel. C'est juste ce qu'on a fait sur le logiciel. Tout le monde reste connecté. Mais en vrai, c'est pas ça qui se passe. C'est ça. En fait, l'épizootie a clairement diminué la connectivité. Donc, vous pouvez voir que là, on voit apparaître les traits. C'est plus du tout une grosse patate avec tout le monde relié ensemble. Et en plus de ça, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a des clusters tout seuls, qui sont plus reliés aux autres. Donc là, je vais vous expliquer ce qui peut se passer avec le schéma que je vous avais montré, les différents scénarios possibles. Donc, je vous ai pris un exemple. Donc, en rouge, vous avez le cluster numéro 21, au sein duquel l'individu 17 est mort. Donc, ce qui se passe, c'est que le cluster 1 répond aux critères du scénario 1 et du scénario 6. Le scénario 1, c'est un individu qui quitte le groupe et qui s'en va pour créer un nouveau cluster tout seul.
Et les autres, les 5 autres, ils sont donc plus de 3 et ils fusionnent avec un autre individu, qui est le numéro 56. L'individu 56, il appartenait donc au cluster 26, qui lui répond au scénario numéro 8, où il n'y a pas de mort au sein de ce cluster, mais pourtant ils se séparent chacun en solo et fusionnent avec des individus différents. Donc ça en fait on l'a fait pour chacun des clusters afin de voir ce qui se passe. Donc là ça reprend l'évolution générale du réseau social. Donc ce qu'on peut voir, qui est intéressant mais à discuter, je vais vous expliquer pourquoi après, c'est que dans presque 50% des cas, on a une évolution de la structure sociale du cluster, pourtant il n'y a pas d'individu mort au sein même de ce cluster. Dans 38% des cas, on a des individus morts et ça évolue, et il y a seulement 13,51% des clusters qui ne présentent aucun changement. Donc ça c'est ce qui reprend un petit peu, qui résume le nombre de fois où on a rencontré chaque scénario. Donc ce qu'on peut voir c'est que le scénario 2 et le scénario 6 sont les deux scénarios le plus rencontrés en ce qui concerne les clusters comportent des individus morts. En ce qui concerne les clusters ne comportant pas de mortalité, c'est le scénario 8 qui est le plus souvent rencontré. Et enfin, de manière générale, ça aussi c'est intéressant, c'est que les scénarios 2 et 8, donc, qui en fait sont le même scénario, la seule différence c'est cluster avec mort ou sans mort, sont les deux plus rencontrés. Donc c'est ce qui correspond à un individu solo qui fusionne avec d'autres individus. Donc, tout d'abord, ce qu'on remarque, c'est que dans les deux périodes, l'indice de différenciation sociale est plus élevé que 2. Donc, d'après la définition de Whitehead, ça veut dire qu'on peut parler d'une population hétérogène, et donc elle est différenciée, et il y a effectivement des associations, alors que d'autres individus ne sont reliés que faiblement. De plus, cet indice a doublé entre les deux périodes, donc ça confirme ce qu'on a pu voir sur le NetDraw, que la connectivité est effectivement beaucoup plus faible après qu'avant. Et donc c'est en accord avec les deux mesures que nous avons faites de la force et l'affinité qui diminuent, ainsi que la portée. Donc les individus sont moins grégaires, appartiennent à des groupes plus petits. Et la portée, elle diminue parce que nous avons moins d'individus disponibles, donc il y a moins de contact entre les différents groupes sociaux. Et enfin, le clustering coefficient et line vector centrality ne changent pas. Alors ça, on pense que c'est parce que les individus... Donc, line vector et le clustering, ça s'intéresse à des connexions indirectes. Donc, on pense qu'elles sont plus nombreuses et plus faibles. Donc, le fait qu'un individu, par exemple, perde un de ses compagnons à qui il est relié de manière intermédiaire, enfin indirecte, ne va pas changer son coefficient clustering ou son line vector value. Donc là, ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, ce qu'on pourrait essayer de prédire virtuellement, ça ne correspond pas à ce qui se passe. Donc il y a vraiment un impact, puisque si c'était juste ces individus meurent et les associations ne changent pas particulièrement, on aurait le schéma du milieu. Donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a 32 sur 37 clusters qui évoluent, qui est des individus morts ou non. Et que 62% des clusters n'ont pas d'individus morts. Alors ça, par contre, on a un biais qui est possible, c'est qu'on n'a pas pris en compte, comme je vous l'ai dit, tous les individus non marqués. Et ça, évidemment, c'est ce qu'on compte faire, analyser ces données-là, puisque en prenant cela en compte, on aura peut-être effectivement des morts dans les clusters où on croyait qu'il n'y en avait pas. Donc en conclusion, l'épisodie du morbillivirus a effectivement impacté sur la structure sociale de la population, en dépit du fait que, donc ce qui est biaisé peut-être, du fait que seulement certains clusters aient été touchés par le virus directement. Cette restructuration pourrait avoir un impact sur la transmission culturelle, puisque comme les orques, on pense que les globicéphales se transmettent par exemple les zones de proie ou des techniques de chasse. Et chose qui est hyper intéressante pour le taux de survie, c'est que chez les orques, on a démontré que si on enlève un mâle, si on retire un petit mâle avant ses 30 ans, sa mère, il a 3 fois plus de chances de ne pas survivre. Donc à voir si c'est la même chose chez les globicéphales. Et donc à l'avenir, on va analyser ces photos d'individus non marqués avec les marques secondaires, puisque à force de connaître bien les individus, on peut effectivement les identifier avec les saddle patch.
On va mener des analyses génétiques pour étudier les relations parentales entre les individus du même groupe. Bon. Et on va étudier cette importance de la structure sociale sur le taux de survie, puisque là, pour l'instant, les glycéphalmores du D3 sont classés comme vulnérables. Ça pourrait peut-être remettre en cause cela. Et enfin, on va quand même vérifier si cette structure sociale est stable dans le temps, puisque peut-être qu'au final, c'est aussi une hypothèse, cette structure sociale est vouée à évoluer et l'épisodie n'aurait qu'un faible impact, puisqu'on n'a pas suffisamment de recul, puisqu'il n'y a pas d'autres cas d'épisodie dans le temps qu'on a eu avant, donc à voir dans l'avenir si cette structure sociale se maintient ou s'il y a une nouvelle épisodie ou quelque chose. Voilà. Finalement, on n'a pas de 2.0 sur la dynamique d'une population comme ça avant l'épisodie. Si, de 99 à 2006, donc avant l'épisodie, on a toute la structure sociale établie. Simplement, on n'a pas un autre cas d'épisodie. On parle de la dynamique en fait. Est-ce que cette structure sociale, elle est vraiment hyper stable dans le temps hors épisodie hein? Si Renaud de Stéphanie s'est établi que les associations étaient... Si les associations, les potes étaient définis comme stables dans le temps, d'après un papier en 2008 par un membre de l'association. Simplement, on ne sait pas si, peut-être à plus long terme, au-delà de ces années-là, est-ce qu'il n'y a pas une évolution? Mais ce serait beaucoup plus long que plus de 7 ans. Mais sur 7 ans, ces potes sont stables. Voilà. Moi, je me posais la question sur le changement de réseau social, en fait, si ça ne pourrait pas être une réponse adaptative. Parce qu'en fait, s'ils veulent réduire la transmission de ce virus, ils devraient se séparer. Et en fait, c'est vrai que c'est pas évident à tester, mais... C'est une des études qu'on a voulu faire, et après, là, on n'avait pas effectivement forcément les données, puisque ça, c'est le travail préliminaire pour mon rapport de mémoire, qu'on n'a pas non plus tout fait. La contagion, parce que le fait que ce soit localisé que sur certains clusters, est-ce que ces individus-là ne sont pas particulièrement reliés? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une espèce hyper tactile, ils sont toujours en train de se toucher et tout, donc a priori, la transmission se fait donc par les vents et par les contacts, et on sait aussi qu'il y a des transmissions interespèces, par exemple avec les bottlenose, enfin les tursiops. Donc il y a eu une épidémie sur les dauphins striped, les dauphins bleus et blancs. Mais par exemple, quand on les voit sur le terrain, ils sont toujours collés avec les tursiops. Les tursiops ne sont pas étudiés sur ce cas-là. Mais on se demande effectivement si la contagion n'a pas lieu de manière localisée. Et peut-être que, si effectivement il y a des individus à fuir, ça je ne sais pas. Effectivement, on va regarder si les clusters dans lesquels les individus étaient morts étaient ensuite évités par les clusters dans lesquels il y avait on n'a pas allé jusque-là, mais c'est intéressant ce que Excuse-moi, ça m'a fait bizarre que tu ne mentionnes pas ceux qui sont morts. Où est-ce qu'ils étaient dans le réseau? Est-ce qu'ils... Alors, je les ai par cluster à chaque fois. Oui, mais dans le réseau, est-ce qu'ils avaient une place spéciale ou c'était n'importe qui? Le truc, c'est que le réseau, on n'a pas, comme vous avez pu voir dans nos espèces, de la centralité ou quoi. C'est vraiment... Il n'y a pas d'individu hyper centralisé plus que d'autres. Ça, on n'a pas réussi à le mettre en évidence. À la base, on était parti là-dessus. On s'était dit, est-ce qu'il y a des individus clés? Et au final, on pensait que les individus clés, certains allaient mourir, d'autres allaient prendre la place. Et au final, ils sont tellement connectés tous entre eux qu'à part déterminer des associations, on n'a pas déterminé un individu plus clé. C'est peut-être la façon de prendre les connexions qui, si on n'était pas là. Ah oui, c'est possible aussi. Hein. Je me démarre, donc c'est juste si tu prends de la proximité spatiale, tu vas trouver un autre comportement qui permettrait de prendre... Ouais, mais ça, pareil, on n'a aucune donnée donc, sous la surface, ce qui est embêtant pour des cétacés. Donc on a juste des photos où ils sont vus ensemble. Mais a priori, quand même, on les voit la journée, quand ils sont en période de chasse ou quoi, ils sont en pod, et le fait qu'ils soient ensemble signifie qu'ils sont associés. Après, il y a plein d'interactions sous l'eau, mais on ne s'est pas occupé des interactions, on s'est occupé des associations. Puisque c'est par là aussi qu'a lieu la contamination, par le souffle et voilà. Mais par rapport aux interactions, du coup, je comprends bien que vous ne les ayez pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas un biais aussi, quand vous parlez de proximité, quand vous créez votre réseau d'associations, est-ce qu'il n'y a pas certaines associations qui sont dues avant une interaction qui est type agonistique? Donc on est en proximité, mais parce que juste avant, on a eu un conflit, on s'est agressé. Mais du coup, est-ce qu'on peut considérer que cette proximité, c'est une proximité qu'on peut entendre comme de type affiliative?
Alors, le fait qu'on ait pris l'indice supérieur à 4 nous permet peut-être d'éviter ça. Après, je ne peux pas l'affirmer à coup sûr, mais a priori, ça fait qu'ils sont vraiment en groupe de manière répétée, puisque c'est minimum 4 au cours du même sighting. Et le sighting, c'est dans une journée. Et généralement, enfin ça je l'ai pu le voir sur le terrain, je ne saurais pas dire directement dans la liste des données, quand on suit un pod pendant quelques minutes, heures, ils sont tout le temps ensemble, ils restent ensemble, ils sont en train de chasser ou de jouer, mais ils sont pas, il n'y a pas un individu qui débarque de nulle part qui vient dire... Oui, mais même au sein du pod ou du cluster, il peut y avoir des interactions agonistiques et des individus du coup qui... Ça du coup vous pouvez pas... À niveau interaction, je ne peux rien dire puisqu'on n'est pas sous l'eau. Mais c'est possible de pallier, vous avez la possibilité de le faire ou pas du tout? Pour l'instant, donc les interactions agonistiques, si j'ai bien compris, c'est quand c'est un conflit. Ouais. Le fait, c'est qu'il faudrait le voir sous l'eau, parce que c'est 80% sous l'eau. Donc, effectivement, enfin, moi, mon but, c'est d'aller étudier ça, mais là, non. Là, les données étaient uniquement de la photo-identification. Donc, il n'y a rien. Est-ce que justement, vous avez des connaissances sur les comportements agonistiques de cette espèce? Pas que je connaisse, moi. J'ai jamais entendu parler. C'est de façon assez arbitraire que vous avez fixé la limite de 4 en ce qui concerne... Enfin, qu'est-ce qui vous a permis de fixer cette limite de 4? Ah, bonne question, faut que je me rappelle. Pardon? Quelle longueur tes animaux? 5 à 6 mètres. Souvent pour les proxys, on utilise... Ouais, mais là, t'es pas sur une... C'est pas 4 mètres, T'es pas sur un indice de distance. Ah non, 0,4 c'est juste, c'est une valeur, c'est pas une distance. Alors, parce que ça permettait d'avoir des clusters qui correspondaient aux unités qu'a trouvées par exemple de Stéphanie, qui sont un nombre qui nous paraît cohérent avec ce qu'on voit sur le terrain, puisqu'on sait qu'ils vont pas... Là, sur le premier schéma, les clusters, ça va de 1 à 13 individus. Et ça, c'est fait de manière à confirmer ce qu'on voit sur le terrain, c'est-à-dire qu'un pod, ils sont jamais en train de chasser à 35. Sur cette population, ça paraît ailleurs. Mais par exemple, il y a des individus qu'on a qualifiés de cluster solo, parce que simplement, comme ils sont hyper grégaires, il va tellement avec tout le monde qu'on le met avec personne. Il est considéré comme... c'est super dur avec les cétacés, parce qu'ils sont tout le temps collés, et après on décide qu'à certains moments de la journée, on peut déterminer ces pods, et on voit qu'effectivement c'est toujours les mêmes. Ils vont toujours chasser avec le même groupe. Ils vont pas un jour avec un... À part certains individus, qui eux vont tourner. Mais sinon, il y a des clusters de base. Voilà. Parce que il me semblait qu'un des scénarios fréquents, c'est quand il y a un qui meurt, il y en a un autre qui part pour rejoindre un autre groupe. Ça, alors, c'est le fait qu'il part en solo. Le scénario 2, non 2. Alors, le scénario 2. Les plus fréquents, c'était pas le 2, là où il y a un individu qui part. Je pose la question parce que ça pourrait pas être un partenaire sexuel. Alors pareil, ça on peut rien faire parce qu'on n'a pas, enfin pour l'instant, je vais pas y aller. Parce qu'on n'a pas du tout... Alors pour trouver le sexe d'un globicéphale, c'est génial, il faut le biopsie, on peut pas faire autrement. On peut pas les reconnaître. Le dimorphisme a beau être important, il est un peu, je crois qu'il est aussi important que chez les orques. C'est pas possible parce qu'un globicéphale grandit toute sa vie. Donc comment vous voulez dire que c'est pas une jeune femelle ou plutôt un jeune mâle qui est plus petit qu'une femelle plus âgée? Donc il faut les biopsier et ça c'est en cours et on n'a pas suffisamment d'individus, il faut biopsier ceux qui sont marqués puisque c'est avec ces données-là qu'on fait et je sais qu'ils ont quelques sexes mais on ne les a pas pris en compte parce qu'on n'en a pas suffisamment. Merci. Donc, ça aussi c'est possible. Merci beaucoup Morgane.